Vous l'annoncez, il est déjà dans le fauteuil de l'entretien de dimanche politique. Je vais parler de Maître Jacques Mingan, avocat au barreau du Bénin. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous vous portez bien. Je rends grâce à Dieu, ça va. Voilà. Avec vous, nous allons scruter quelque peu les derniers développements de cette crise au Niger. On peut d'ores et déjà, pour faire un bref résumé, que et la CEDEAO et l'ONU ont réussi à prendre langue avec la junte militaire hier. En ce qui concerne la CEDEAO, la délégation envoyée à Niamey a pu rencontrer le président Bazoum. On en a eu en tout cas l'image qui en apporte la preuve. La délégation onusienne également a pris langue avec la junte et a laissé la porte entrouverte pour le dialogue. Cette semaine également, nous avons vu la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO pour peaufiner leur plan afin de parer à toute éventualité et d'être prêts si, bien évidemment, les chefs d'État en donnaient l'ordre. Voilà un peu le tableau qu'on peut dépeindre de cette situation au Niger. Il faut rajouter également la prise de parole du général Tiani, on va dire chef de la junte militaire, qui a annoncé une transition de 3 ans, un dialogue inclusif national et qui prévient en fait les pays de la CEDEAO contre toute invasion. Et il fallait le rappeler pour que le tableau soit complet. Maître Mingan, autour de tout ce que je viens d'annoncer, est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO, parlons de la CEDEAO avant de parler de l'ONU, la CEDEAO, comme les chefs d'État l'avaient annoncé lors de ce sommet extraordinaire le 10 août passé, mobilise la force en entente bien évidemment, mais laisse la porte ouverte pour la diplomatie. Monsieur le journaliste, je crois que la porte pour le dialogue a toujours été, elle est là, dès le départ. La CEDEAO a toujours, dès le départ, prôné le dialogue, la négociation. Je le dis parce que une délégation était envoyée à Niamey pour rencontrer ceux qui ont fait cette prise d'otage. Je vous dirai pourquoi. À cette époque, les putschistes, ceux qui ont fait la prise d'otage, n'ont pas voulu recevoir les membres de la CEDEAO. Sinon, le dialogue a toujours été le credo de la CEDEAO, le dialogue, la négociation. Et que la rencontre d'hier se fasse, je crois que c'est ce qui était souhaité dès le départ. Personne ne prône avant toute action l'action militaire. Jamais. Et vous constaterez, vous, comme moi, comme beaucoup, lorsque nous avions entendu parler le 26 juillet 2023 de coups d'État au Niger, tout le monde s'est interrogé. Pourquoi? Parce qu'on en a connu en Guinée, au Mali, au Burkina, donc on s'est interrogé. Et tout de suite, la préoccupation était comment faire pour que cela ne se réalise pas. Ce n'était pas un coup d'État. Donc le dialogue dont nous prônons, si vous vous rappelez, monsieur le journaliste, le président Patrice Talon était désigné. Tout le monde se disait qu'il était au Niger, alors qu'il était encore au Bénin, pour échanger, pour dialoguer. Donc ce dialogue a été, dès le départ, la première préoccupation et de la CEDEAO et du Bénin. Et le président Patrice Talon était celui qui devrait rencontrer. Il vous souviendra. Donc, la CEDEAO n'a jamais fait fi du dialogue. Et je me réjouis qu'hier, que la délégation de la CEDEAO, que cette délégation ait rencontré ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont fait ce coup. Et ils ont échangé. De ce que nous savons, ils ont rencontré l'auteur du coup,
monsieur le général Tiani, Abdul Rahman, et ils auraient rencontré le président Bazoum. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Parce que du dialogue, on va toujours vers quelque chose de positif. Hier également, nous avions appris que l'ONU également a dépêché une délégation pour rencontrer les autorités de... enfin, les prétendues autorités. Je préfère ce terme, les prétendus, puisque nous savons que quand on prône le dialogue, c'est parce qu'on veut aller à quelque chose qui doit être. Et ce que doit être, c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc, il y a eu cette délégation de l'ONU, il y a eu, comme nous l'avions appris également, les États-Unis qui ont envoyé une diplomate qui sera peut-être demain l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Elle n'a pas été reçue par ceux qui prétendent être aux responsabilités. Oui, le département d'État a précisé qu'elle ne devrait pas présenter ses lettres de créance pour le moment. Elle ne peut pas, puisque tout est flou en l'État. Présenté à qui? Au président Bazoum ou à ceux qui l'ont pris en otage? Donc il faudrait que nous fassions... Ils ne sont pas fous. Ils ont agi en responsable. Ils ont agi en responsable parce que s'ils allaient, c'est comme s'ils cautionnent ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc je crois que tout ce que nous avions vécu hier et la déclaration du général lui-même à la télévision pour prôner le dialogue politique qui serait inclusif et également un délai de 3 ans de transition. Oui, en même temps, est-ce que on n'est pas toujours dans une sorte de défiance, même si la CEDEAO a finalement pris langue avec, en tout cas, cette même délégation, d'ailleurs, qui a été refoulée il y a quelques jours, a été reçue à l'identique, l'ex-président Aboubakar Abdul Salami, le sultan de Sokoto, et puis le chef de la commission de la CEDEAO, monsieur Touré. Voilà. Est-ce que recevoir dans la même journée cette délégation, prendre langue, donc dans un climat quelque peu, on va dire, cordial, et dans le même temps, ce même jour, annoncer ces décisions, la CEDEAO veut un retour à l'ordre constitutionnel, en tout cas à la date d'aujourd'hui, c'est ce que réclame la CEDEAO, ordre constitutionnel, rétablissement du président Bazoum. Dans le même temps, le général Tiani annonce 3 ans de transition, dialogue inclusif. Est-ce qu'on n'est pas toujours, même si le langue a été pris, on n'est pas toujours dans une sorte de défiance? Vous savez, c'est ce qu'on appelle un rapport de force. Parce que la junte qui a pris en otage le président Bazoum se cherche. Annoncer un dialogue, ça veut dire qu'ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils ont emprunté une voie qu'ils ne devraient pas. Il faut comprendre l'attitude qu'ils ont depuis. Oui, en même temps, on dira que c'est du classique. Le Mali, on a vu pareil, la Guinée, on a vu pareil, le Burkina. Absolument. C'est essayer d'habiller cette illégalité dans laquelle ils sont de la légalité. Oui. Comme le dirait l'autre, sans vous interrompre, c'est le petit livret du putschiste. Absolument. Oui. C'est classique. Oui. C'est classique. Donc, quand on ne sait pas, on peut se dire, voilà des gens qui sont en train d'emprunter le chemin qui doit. Non, en réalité, c'est des gens qui se fouvoient. Je pèse bien mes mots. Et parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans l'erreur, donc ils créent les conditions pour se retrouver dans une situation de légalité. Vous ne pouvez pas partir de ce qui a été fait pour prôner d'une part une extension de la transition de 3 ans. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas non plus parler de dialogue. Ils ne sont pas habilités. Ils ne sont pas habilités. Et quand même, lorsque ils ont nommé quelqu'un, un civil comme Premier ministre, c'est une manière d'habiller cette illégalité de prise d'otage en quelque chose qui est normal, classique. Et c'est là où je crois qu'ils doivent revenir à la normale.
Ils doivent revenir à ce qui doit être, c'est-à-dire à l'ordre constitutionnel. Et ce dialogue que la CEDEAO a commencé avec eux doit ramener aux responsabilités le président Bazoum. C'est lui qui doit prôner ce dialogue, si dialogue il y a. Ce n'est pas à eux, parce qu'eux, ils sont dans les légalités. Ils sont dans l'égalité. Est-ce que c'est encore possible de rétablir l'ordre constitutionnel? La réponse est oui. Parce que nous devrions mettre fin à cela. Et c'est là où je voudrais en venir. Ce n'est pas un coup d'État. Il faudrait que nous comprenions ce qui se passe au Niger. C'est un problème entre deux individus. Le président Bazoum et le général en charge de sa sécurité. Il a été pris en otage. La prise d'otage n'a rien à voir avec un coup d'État. Monsieur le journaliste, c'était au départ une prise d'otage qu'ils sont en train de transformer en coup d'État lorsqu'ils ont rallié le reste de l'armée. Nous en discuterons, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, il faudrait que les téléspectateurs sachent qu'une prise d'otage, c'est lorsque une action vise, je dis bien vise, à retenir une personne contre sa volonté. Contre sa volonté, contre, si vous préférez, inversement, pour revendiquer quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de coup d'État. Oui. Ce qui n'est pas le cas d'un coup d'État. Quand bien même tout ce qu'on voit, il ressemble de près. Ça, oui, vous savez, c'est par la suite que les gens prônent. C'est eux qui parlent de coup d'État. Oui. Parce qu'un coup d'État, monsieur le journaliste, permettez-moi, c'est le renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale. Oui. Et souvent brutale. Et là, maintenant, nous y sommes. Oui. Mais au départ, le président Bazoum, pour des revendications, parce que nous sommes en train de connaître la vérité aujourd'hui. Ce qu'on prétend dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, le président Bazoum, non. C'est pour des intérêts personnels que le général Abdoulrahman Tchiani a pris en otage. S'il n'avait pas les armes, monsieur le journaliste, il aurait pu le faire. C'est parce qu'il a utilisé les armes. Lorsque vous venez me voir avec des armes, alors que je suis désarmé, convenez avec moi que je me soumettrai. Soit je me laisse abattre, soit je me soumets. C'est ce qui s'est passé. C'est parce qu'il était porteur d'armes, entouré des gens armés. Et vous ne pouvez pas, parce que vous êtes porteur d'armes, dire que vous aviez fait quelque chose dans l'intérêt d'un peuple. Il a fait cela dans son intérêt à lui, le général Abdoulrahman Tchiani. C'est parce qu'on était parti pour le démettre. C'était parce que le président Bazoum a considéré à un moment donné qu'il allait le changer. Si nous avions compris, nous sommes en train de connaître les dessous. Et lui, il a pris le devant parce qu'il était porteur d'armes, il était armé, parce qu'il est militaire, chargé de la sécurité du président Bazoum. Donc il faudrait que le peuple soit au courant de cela. Il faut que nous le sachions. C'est par la suite qu'on a posé des revendications. Le président Bazoum aurait fait ceci, il aurait fait cela. Non, non. C'est ce que j'appelle une prise d'otage. Un kidnapping même, je dirais. Et celui qui a fait cela, le président et le général, permettez-moi de le dire, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Et c'est ce qu'il faudrait que le peuple nigérien, il faut que le peuple nigérien soit au courant de ce qui s'est passé. Parce que quand on rallie les gens, le peuple en disant, le peuple est d'accord avec l'armée. Quel peuple? Est-ce qu'on lui a expliqué ce que c'est? On a dit le peuple. Ils étaient 30 000 au stade. Ils étaient dans les rues. Monsieur le journaliste, je vais vous dire, si vous demandez aux partisans du président Bazoum de remplir le même stade, ils ne seront pas 30 000. Ils seront 30 000 fois 2, fois 3, fois 4. Est-ce qu'on leur permet de se lever, d'aller dans les rues? Non. On les empêche. C'est ceux-là qui ont pris en otage le président Bazoum, qui cherche une autorité, une reconnaissance, je dirais. Pas le peuple. On nous dit le peuple est d'accord. De quel peuple parlons-nous? C'est fort de cela que nous disons, il est encore temps
pour aller au dialogue, pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel, on est tenu de passer par là. Parce que, imaginez ce qui s'est passé. Voyez ce qui s'est passé en Guinée. En Guinée, qui a fait le coup? Mais c'est celui qui est en charge, qui était en charge du président guinéen. Lui qui a fait le coup, c'était celui qui l'avait pris, Alpha Condé, l'avait pris pour sa sécurité. Pour diriger les forces spéciales. Absolument. Et il s'est retourné contre lui parce qu'il avait les armes. Est-ce que nous devons continuer, monsieur le journaliste, à tolérer de tels comportements, permettre à notre armée, pas à l'armée, à certains militaires d'agir de cette manière? S'il se confirme que le président Abdoul Rahman Tiani veut diriger le pays, mais comme dans toutes les constitutions, dans toutes les lois, il est prévu, vous démissionnez. Il démissionne de l'armée. Si tel est qu'il veut prendre les responsabilités de pays, il vient compétir, il vient sur le terrain politique, mais il ne peut pas utiliser les armes. Ça, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'abus de fonction. Voilà. Quand au-delà de votre description, comment appréciez-vous, on va dire, oui, il y a eu les derniers développements, mais comment appréciez-vous globalement la réponse de la CEDEAO? Option militaire, sanctions strictes, drastiques, option militaire et ce dernier développement, la porte qui s'ouvre très concrètement pour... Monsieur le journaliste, je vais vous dire, c'est que nous faisons souvent montre d'amnésie. Quand on parle d'armée de la CEDEAO, mais ça n'a pas débuté à partir de ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Les militaires, les responsables, les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissaient depuis pour mettre ensemble, mutualiser, je dirais, leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Donc, lorsque l'événement du Niger s'est produit, ça a accéléré les travaux qu'ils menaient depuis. Et ces travaux, c'est pour dire qu'ils sont prêts, pas pour le Niger, mais pour l'ensemble de la CEDEAO. Et vous constaterez que j'entends tout le temps les gens parler de la CEDEAO qui va en guerre contre le Niger. Non, il n'a jamais été question de guerre. Il a été question de rétablir quelqu'un qui a été pris en otage dans ses responsabilités. Donc la CEDEAO n'a jamais prôné la guerre contre le peuple du Niger. Mais pour rétablir l'ordre constitutionnel à travers les hommes politiques, à travers le dialogue. Vous savez, c'est comme on parlera du Bénin, nous avons notre armée, nous avons aussi les hommes politiques. Lorsqu'un problème se pose, on le règle par le dialogue. On ne règle pas tout ce qui touche le gouvernement et telle institution, ainsi de suite. Donc, la CEDEAO, elle n'est pas folle. Comment voudrez-vous que la CEDEAO aille contre la CEDEAO? Non. Quand on parle de guerre, c'est comme si la CEDEAO se fait la guerre à elle-même. La CEDEAO dit ceci, nous avons toutes les options sur la table. Mais l'option qui est privilégiée, c'est l'option du dialogue. C'est le dialogue, c'est la diplomatie. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens. Lorsque le coup s'est produit le 26, et je l'apprécie, celui qui s'est proposé pour aller dialoguer, pour aller rencontrer ceux qui ont pris le président Bazoum en otage, mais c'est le président béninois, c'est un honneur pour nous. Il serait parti tel que je connais l'homme. On aurait réglé ce problème. Pourquoi n'a-t-on pas dit on envoie l'armée? Il n'a jamais été question au départ d'armée. Il a été d'envoyer l'armée de la CEDEAO. On nous disait même qu'il est déjà au Niger, il est encore au Bénin. Vous avez constater qu'au départ... Il y avait comme un flottement. Il y avait un flottement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la volonté de la CEDEAO de dialoguer. Et ce dialogue n'a jamais manqué et demeure toujours. La preuve, on l'a dit au début de cette émission, le dialogue continue. Et moi, je pense que nous allons régler ce problème qui se vit aujourd'hui à Niamey, au Niger, par le dialogue. On y viendra. Parce que si nous ne l'arrêtons pas, ça va continuer. Il faudrait à un moment donné savoir arrêter les choses.
posé. Voilà, savoir était le président, justement, on a parlé. Est-ce que Patrice Talon, puisque vous en parlez, a un leadership particulier à exercer en de telles circonstances? Absolument. Absolument. Non, il faudrait que... c'est une question de courage. C'est une question de responsabilité et c'est une question de volonté et de vision. Vous conviendrez avec moi, monsieur le journaliste, que lorsqu'il y a eu la conférence des chefs d'État en Guinée-Bissau, celui qu'on a désigné, celui qui a accepté d'aller en médiation avec ceux qui ont fait les coups en Guinée, au Mali, au Burkina, mais c'est le président Patrice Talon. Il s'est offert pour aller dialoguer, pour négocier. Bon, les coups ont eu lieu dans ces pays, mais c'est surtout pour que l'on revienne rapidement à l'ordre constitutionnel. Il en a les moyens, il a les mots, le président Patrice Talon. Pourquoi c'est lui? C'est aussi parce qu'il a posé un acte fort. Il vous souviendra qu'il a été au Burkina Faso rencontrer le président de la transition, M. Traoré. C'est lui. Mais pourquoi il l'a fait? Souvent, les gens oublient les événements forts. C'est parce qu'il a constaté que nous sommes deux pays voisins, limitrophes, deux pays qui connaissent des problèmes de djihadistes, de terroristes. Mais il est parti échanger avec le président Traoré pour voir comment on peut ramener la paix dans cette zone frontière. Bénin, Burkina Faso. Je crois que c'est un acte fort. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres discussions entre eux dans l'intérêt d'un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible parce qu'on ne peut pas demander à l'armée de gouverner un pays. Ce n'est pas son rôle. Et je le dis parce que le président Patrice Talon a toujours prôné le dialogue. Le dialogue, il l'a privilégié, et chez lui et ailleurs. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qu'on a désigné après la Guinée, le Mali, et le Burkina, qu'on le désigne pour aller au Niger. C'est parce qu'il en a la stature. Il sait le faire. C'est un honneur pour nous, Béninois, que notre président ait toujours un sens panafricain. Patrice Talon, je continue à le dire, il a eu ce qu'il fallait faire. Il l'a fait. Il avait fait. Il aurait pu dire non. Vous voyez qui s'est offert pour le faire. C'est en cela que je dis que les Béninois doivent au contraire soutenir ce qui est en train de se faire aujourd'hui en ce qui concerne l'acte que le président Patrice Talon pose. Mais au-delà du président Patrice Talon, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Parce que nous ne pouvons pas, je dirais, laisser faire de telles choses dans notre sous-région. Et je ne vous apprends rien, monsieur le journaliste. Vous êtes encore jeune. Si vous aviez connu ce que nous avions vécu dans les années 60, 70, vous comprendriez, vous allez comprendre, je dirais, ce que ça veut dire un coup d'État. Un coup d'État, c'est dévastateur. C'est déstabilisateur. Un coup d'État, lorsqu'il se produit quelque chose, comme c'est le cas au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, vous savez ce que c'est? C'est un recul du développement. Ça déstabilise le pays. Quel que soit ce qu'on me dira, c'est un pays qui est arrêté. Il est arrêté, le pays, parce que ce n'est pas... Ils ne viennent pas... On se cherche. Ils vont se chercher pendant combien de temps? Vous savez ce que ça veut dire? 1 an, 2 ans, 3 ans, comme vient de le dire le général putschiste, preneur d'otages. Il dit 3 ans. Ça, 3 ans, ça veut dire que le pays s'arrête pendant 3 ans. Le pays, je dis bien, s'arrête pendant 3 ans. Tout ce qui avait été par ceux qui savent le faire. Bazoum, il a été élu. Il avait un programme. C'est le peuple qui l'a choisi. Et les âmes viennent de le faire partir. Et il n'est pas encore parti. C'est l'arrêt total de ce qui devrait être. Et vous pensez que dans ces conditions, nous évoluons? Le peuple ne le sait pas. La grande victime, c'est le peuple. Monsieur le journaliste, la grande victime. Le désastre sur le peuple, je ne sais pas comment vous le dire. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Les militaires aux responsabilités, nous l'avions vécu
de 1963 à 1972, et même, je dirais, de 1972 jusqu'en 1989, lorsque nous sommes rentrés au Bénin sous l'ère du renouveau démocratique. Nous savons ce que nous avions connu. Alors, c'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas jamais tolérer les coups d'État. Nous devons les condamner. Nous devons créer les conditions pour que le peuple sache qu'un coup d'État, c'est dangereux. C'est un cancer pour un pays. Et c'est toujours nous, en Afrique, nous, c'est-à-dire, j'ai comme impression que nous sommes aveugles. Et on associe le peuple qui déjà souffrait, on aggrave encore sa situation. Vous pensez que quand on me dit le peuple soutient, quel peuple soutient, monsieur le journaliste? Justement, on revenait un peu chez nous, on parlait du président de la République. Et encore une fois, on a vu sa position, on ne peut plus claire et ferme sur... Et il doit être ferme. La position du président Patrice Talon, elle est normale. Oui. Mais dans, on va dire, ce qu'on peut appeler l'opinion publique, on a comme l'impression que, sans mauvais jeu de mots, que le président de la République et son gouvernement sont, on va dire, sont presque les seuls à défendre cette position. Vous êtes là, vous êtes membre d'un parti politique, donc je ne veux pas me priver de vous... de vous tenser quelque peu. Si on considère les démocrates, on va dire, ça on peut le leur reconnaître, ont promptement réagi par rapport à cette question à travers un communiqué. On a eu comme l'impression que les partis, on va dire, qui soutiennent l'action du président de la République sont, oui, on peut dire que des réactions assez poussives, si ce n'est, disons, ces partis, parce que manifestement, on n'a pas vu de communiqué passer, on n'a pas vu de prise de parole volontariste, ferme. Je ne présage pas des positions des uns et des autres, mais sur ce coup, très précisément, encore une fois, on peut rappeler d'autres, que le président de la République, le porte-parole du gouvernement, en tout cas, c'est un peu comme si c'était leur chose. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'opinion publique, mais les partis politiques, voilà, se laissent quelque peu désirer. Est-ce que c'est parce qu'il y a une position ambivalente? Est-ce que c'est parce que au niveau de ces partis, on ne pense pas la même chose? Qu'en est-il réellement? Non, la voix est la même, unique. C'est un soutien total. Oui, mais on ne l'entend pas. Mais vous savez, je ne... La voix est la même. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Et au niveau de mon parti, oui. Mais on n'arrête pas, nous le disons. Nous le disons, nous clamons, nous condamnons. Nous avions condamné ce qui se passe au Niger. On ne peut pas on peut pas être plus royaliste que le roi. Mais ce que nous disons, et vous le constatez, nous sommes au gouvernement. Et nous nous retrouvons à travers ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, ce que le chef de l'État a dit. Nous nous retrouvons étant membres du gouvernement, d'une part. Et au niveau des autres partis, c'est le cas de l'UPR. J'ai vu leur responsable en charge de la communication condamner avec la plus grande vigueur ce qui se passe au Niger et le soutien total à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire la bonne démarche du président Patrice Talon. Et nous sommes dans le même chemin. La preuve, ce que je vous dis aujourd'hui, nous parlons le même langage. Nous voyons la même chose, que ce soit le président Patrice Talon, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, M. Bakary, le porte-parole. Nous disons tous la même chose parce que nous sommes convaincus que le Bénin doit emprunter cette voie. Donc je ne pourrais pas vous dire qu'il y a... Non, soyons précis, il y a deux choses. Condamnation du coup d'État, ça, tout le monde le fait. Même ceux qui sont opposés, ceux qui vitupèrent contre toute intervention militaire, ceux qui accusent les pays de la CEDEAO de vouloir faire la guerre au Niger, condamnent. En fait, c'était devenu comme une formule classique. Nous sommes contre les coups d'État, mais. Donc, sur cette position bien précise, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est l'après. C'est convaincre les populations que voilà, la CEDEAO prend telle position, le président Talon prend telle position, faire le débat. Mais sur ce débat-là, après la position de principe, excusez-moi, mais on ne voit personne. Oui, le ministre des Affaires étrangères, à ce que je sais, il n'est ni membre du bloc républicain, ni membre de l'UP. Non, il est membre du gouvernement. Ah oui, il est membre du gouvernement. Étant membre du gouvernement, mais c'est notre gouvernement, c'est le gouvernement du Bénin. D'accord, et donc nous nous retrouvons, ça aurait pu, si c'était
en principe, le ministre d'État, qui est le président de mon parti, mais il voit la même chose, il pense la même chose, il dit la même chose. Il soutient à travers ce ministre, le ministre Bakary, ce qui doit être dit. Donc vous ne pensez pas qu'en ces moments bien précis et très sensibles, non, on ne parle simplement pas de prendre une position, tout le monde peut prendre une position, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en ces moments précis, qu'on soit pour ou contre, du moins, en tout cas, votre position comme parti soutenant l'action du président de la République, qu'il n'y a pas un besoin de pédagogie, il y a un besoin d'explication, il n'y a pas un besoin de débat, même avec vos propres militants, hein, parce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un travail éducatif à faire là, en ce moment, au-delà des prises de position? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je dis souvent dans de telles circonstances. C'est de passer de village en village, surtout parce que les gens veulent comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais cela se passe. Est-ce que nous avons l'habitude, lorsque le président de la République est choisi pour être le médiateur dans tel pays, mais ça va de soi. Maintenant, ce qui se passe, nous l'expliquons à nos militants. Vous prenez les militants du bloc républicain, ils suivent de près ce qui se passe à travers les explications que nous leur donnons sur le terrain. Ça, vous vérifiez, vous constaterez que nous sommes tous en dialogue en permanent avec nos militants. Ça, je peux vous le dire. C'est ce que nous faisons parce que quand il y a une situation comme celle-là, il faudrait justement prévenir le peuple pour qu'il sache ce qui se passe. Et c'est parce que le peuple n'est pas prévenu que ça va dans tous les sens. Oui, exactement. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et c'est là où nous disons, à travers ce que nous faisons aujourd'hui, comme ce que nous faisons sur le terrain, que les gens soient au même niveau d'information. Pourquoi le Bénin, à un moment donné, à travers la CEDEAO, a pris telle position? Pourquoi notre président a été choisi pour accomplir telle mission? Pourquoi? Donc, c'est ce que nous faisons. Oui, vous le faites si bien sur ce plateau. Je ne peux pas dire le contraire, mais entre nous, est-ce que, au niveau des partis politiques, est-ce que, là vous dites vous êtes au gouvernement, est-ce que c'est pas que on ne veut pas s'immiscer dans ce débat assez tranché, assez sensible, on se cache un peu sous le parapluie du gouvernement pour éviter, on va dire, tout opprobre, tout crachat, tout... en fait, échapper quelque peu à la sorte de vindicte populaire qu'il y a un peu sur les réseaux sociaux, dans les forats, un peu sur ce que les gens disent, et ainsi de suite. Vous le faites, donc on ne peut pas vous tenir ça contre vous. Non, je vais vous expliquer. Je ne suis pas le seul, d'autres le font. Mais ce que je vous dis, si c'était que ce qui se passe ne cadre pas avec ce qui doit être, mais vous aurez entendu, c'est parce qu'à un moment donné, on a constaté que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde que ce qui se passe à travers le président Patrice Talon. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du pays. C'est dans l'intérêt du pays. C'est d'autant que notre pays frère, ami, le Niger, mais nous avons des intérêts qui constituent... qui entre, je dirais, dans le développement de ce pays. Quand vous prenez le port, notre gros client, c'est qui? Le Niger. Eh bien, c'est le Niger. Notre pipeline, quel est le pays qui a été choisi? C'est le Bénin. Donc, c'est des intérêts très forts. Et tous les Béninois savent que nous devons, à travers les démarches, la position, je dirais, du président Patrice Talon, nous devons accompagner cela, ce que nous faisons. Si tel n'était pas le cas, je vous le dis honnêtement, vous aurez entendu les Béninois dire aujourd'hui, comme je l'ai entendu encore il y a quelques jours, cette dame de l'UPR, comme ceux du bloc républicain, c'est-à-dire nous disons, nous expliquons pourquoi nous devons avoir une même pensée, une même vision, la vision unique en ce moment d'une part, et le même soutien à cette institution régionale qu'on appelle la CEDEAO. C'est dans notre intérêt. Donc les partis ne se cachent pas. C'est-à-dire, ce que vous aurez voulu, certainement, c'est que les partis font des meetings pour expliquer. Non, pas d'un meeting, forcément. Vous venez d'évoquer deux situations. Le Niger est le premier client du port de Cotonou. Il y a des sanctions drastiques qui affectent bien évidemment, qui sont destinées à contraindre la junte à lâcher du lest. Il y a des contre-coups, bien évidemment, à l'interne.
Vous parlez du projet Pipeline qui engage nos deux pays. Oui. Donc, ce sont des enjeux très importants. Le gouvernement, bien évidemment, en toute responsabilité, donne sa position et peut-être est certainement prêt à parer à toute éventualité. Et ce que je dis, c'est que ceux qui sont censés soutenir son action, disons, ne devraient pas-ils quelque peu essayer de faire, entre griffes, leur part du boulot en explicitant quelque peu les enjeux tels que vous le faites et que les populations, je ne parle pas de meeting, je parle de débat public. On va dans les villages, on va dans les quartiers pour expliquer. Hier, nous étions à Vacan. C'était pourquoi, entre autres? C'était pour ça, pour expliquer. C'est-à-dire, on sillonne. Parce que quand on sait quelle est la préoccupation du peuple, c'est l'information. Et quel retour vous en avez? Qu'est-ce que les populations disent par rapport à cette situation? C'est-à-dire, lorsqu'on leur explique, mais ils apprécient, parce qu'ils avaient des versions qui laissaient croire que bientôt il va y avoir la guerre. On leur dit non. Le problème ne se situe pas au niveau de la guerre. Parce que les gens vont dire, sur les réseaux et puis dans la population, le Bénin va en guerre contre le Niger. Et nous leur expliquons que le problème ne se situe pas au niveau de la guerre. Ce n'est pas une question de guerre qui tienne. C'est une question de rétablissement de l'ordre constitutionnel, de ce qui doit être. Et nous leur expliquons qu'il n'a jamais été question de prendre l'armée pour aller faire la guerre. Ils vont même jusqu'à nous dire, moi je l'ai écouté hier, que le Bénin a déjà envoyé des gens au Niger. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le problème ne se situe pas. Nous leur expliquons que nous sommes dans le dialogue. Et que hier même, lorsqu'on expliquait aux gens ce qui doit être, on leur expliquait que non. On a envoyé au contraire des gens pour parler, pour discuter avec ceux qui ont pris le président Bazoum en otage. Donc on leur explique ce que c'est. Et là, ils ont compris. Parce qu'ils étaient dans l'intoxication. Dans l'intoxication. Or, ce que vous dites, la justice, j'apprécie. Il faut que les partis jouent un rôle très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Explique ce qui se passe aujourd'hui aux populations pour que les populations soient au même niveau d'information et qu'ils ne vivent pas, et qu'elles ne vivent pas, je dirais, que la population ne soit pas dans l'intoxication. Parce que, quel est le mot d'ordre? Qu'est-ce qu'on entend un peu partout? Même au niveau des intellectuels. La guerre. De quelle guerre parlons-nous? J'ai même entendu qu'on n'a pas obtenu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour aller en guerre. Pourquoi? Pour aller en guerre, il faut l'autorisation de l'Assemblée. Qui leur parle de guerre? Qui a jamais parlé de guerre? On dit que quelqu'un a été pris en otage. On a besoin de l'autorisation de l'Assemblée pour aller à médiation, pour aller à dialogue. Mais on a envoyé la délégation de la CEDEAO. La CEDEAO, déjà, c'est l'armée qu'on a envoyée. Les premiers jours, c'est ce que nous avions expliqué à la population hier, que les premiers jours, lorsque le coup d'État, et je dis le coup d'État, la prise d'otages a eu lieu, la première préoccupation, nous leur avons expliqué, c'est le dialogue que le président Patrice Talon est parti, voulait faire. On leur a expliqué, ils ont apprécié, ils ont aimé, et ils nous demandent même de le lui dire, de continuer à privilégier cette médiation, ce dialogue, que ce soit directement, c'est-à-dire à travers lui ou à travers la CEDEAO, que l'on prône, privilégie ce dialogue. C'est ce que nous avions entendu hier. Nous étions un certain nombre, ce n'étaient même pas les seuls membres du bloc républicain, c'était un mélange. Nous étions une dizaine, je crois. Et moi, j'ai apprécié parce que quand le peuple, on s'était séparés, mais ils ont promis faire la même chose. Ils ont promis faire la même chose, c'est-à-dire en parler chez eux, aux responsables que nous avions rencontrés hier. Donc, leur préoccupation hier, à Vacan, il pleuvait. C'était la pluie avec tout ce que ça compte, mais on a réussi quand même à dire. Donc, c'est le dialogue, on leur a expliqué que nous ne sommes pas en guerre. La guerre qui suppose que l'on aille à autorisation. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre. Donc, il n'est pas question de ce que j'entends, cette intoxication. Le Bénin s'est lancé dans quelque chose sans obtenir l'autorisation de l'Assemblée. De quelle autorisation parlons-nous? Quand il a été question de dialogue, lorsque le président a été désigné, monsieur le journaliste, comme médiateur, il est venu à l'Assemblée pour obtenir l'autorisation. L'autorisation a déjà été obtenue puisque nous faisons partie de la CEDEAO. La CEDEAO étant au-dessus de... C'est une institution qui est
que nous avions ratifié en disant nous faisons partie. Mais lorsqu'elle a décidé que le président Patrice Talon soit le médiateur en Guinée, au Mali, au Burkina, et je l'espère pour le Niger, mais on doit applaudir. Ouais. Et on doit lui permettre d'accomplir avec fermeté, responsabilité et vision comme il en a toujours cette mission. Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, bon, je comprends que pour vous, les partis politiques jouent bien leur rôle. Vous avez évoqué celui des intellectuels tout à l'heure, des élites dans leur globalité. Oui. Là encore, bien évidemment, le débat est bienvenu, encore heureux qu'on soit dans un pays de débat et que chacun puisse exprimer sa position comme il entend. Mais il y a comme on peut le remarquer, qu'on soit d'accord ou pas, il y a comme une petite musique qui tend à nuancer, disons, la portée réelle de ce qui se passe au Niger. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque peu, encore une fois au niveau des populations, que nuancer, que toutes les nuances, même si elles sont admises, encore une fois c'est le débat, nous amène, en tout cas emmène une certaine élite à normaliser quelque peu ou à minimiser quelque peu la portée des coups d'État. Est-ce qu'il n'y a pas cette petite musique qui va en contradiction même avec nos tests internes? Comment vous voyez quelque peu, parce que vous l'avez dit, ça va dans tous les sens, même au niveau des intellectuels, on peut dire que ça va dans tous les sens. Vous savez, ce qui me plaît depuis quelque temps, c'est la position des intellectuels. Tout ce que j'ai entendu, mais ils ont systématiquement condamné. Oui, encore une fois, la condamnation, non, on va dire que c'est là. Mais j'en viens. Maintenant qu'on a dit ça... oui, mais quand on a dit la condamnation, oui, mais avec ces implications, c'est-à-dire plus jamais ça. Parce que ceux qui vont dans cette condamnation, c'est parce qu'ils savent, ils connaissent les implications, l'impact que cela peut avoir. Donc vous ne pouvez pas condamner, ne pas souhaiter que des décisions soient prises pour rétablir l'ordre. Oui, justement, c'est là où la blesse. On a l'impression que beaucoup condamnent. Oui, effectivement, les coups d'État, c'est devenu, pardonnez-moi, c'est devenu même une formule presque d'entrée en matière. On coche cette case et après on commence par dire on veut bien, on dit non, on est contre les coups d'État, mais on ne veut pas les mesures coercitives qui vont avec. Moi, je n'ai pas cette impression. Non, je ne parle pas de vous. Non, je dis bien, je n'ai pas cette impression de ces intellectuels qui pourraient condamner sans les mesures coercitives. Je ne crois pas. Au contraire, c'est parce que, et je m'en réjouis, ceux qui vont dans ces condamnations, c'est parce qu'ils connaissent les conséquences négatives des coups d'État. Et ils savent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dévastateur un coup d'État. Donc pourquoi voudriez-vous que dans le même temps, ils condamnent et qu'ils continuent à croiser les bras? Non. Ce qu'ils disent au contraire, c'est qu'on ne privilégie pas l'action militaire. Et personne ne privilégie l'action militaire. Personne, jusqu'à l'heure où je parle, quelle que soit l'institution, CEDEAO, ONU, UA, tout le monde dit d'abord, avant d'aller à toute action militaire, ou quel que soit ce qu'on voudrait, le dialogue doit être primordial. Vous ne pouvez pas vous passer du dialogue. Il en est de même des intellectuels. Bon, c'est parce qu'on nous connaît comme des gens qui aiment la paix. Les gens qui n'aiment pas la guerre. Nous n'aimons pas la guerre, comme je viens de le dire. Le problème ne se situe non plus au niveau de la guerre. C'est parce qu'à un moment donné, on a pris en otage quelqu'un. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Si, dès les premiers temps, les gens étaient partis, tout de suite, on aurait déjà fini avec cette histoire. Quels gens? Si la CEDEAO était intervenue absolument, tout de suite, on aurait réglé ce problème. On aurait réglé ce problème. Je maintiens ce que je dis. Si on avait permis au président Patrice Talon d'aller, on aurait réglé ce problème. Je connais l'homme et je connais sa force de conviction. Je sais ce qu'il aurait fait s'il avait rencontré et le général Gianni et le président Bazoum. C'est le problème. Rappelons-le parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il faudrait qu'on comprenne son origine. C'est une question de personne, ce n'est pas une question de Bazoum à mal gérer. Non, c'est parce que le président, à un moment donné, a voulu faire partir son
responsable en charge de sa sécurité. C'est une question personnelle, monsieur le journaliste. Donc, on aurait réglé ce problème. Aujourd'hui, on en vient, on ramène ça, on l'habille de coup d'État. Mais soyons honnêtes, sérieux, pour dire que c'était une prise d'otage. Et quel que soit ce qu'on dira plus tard, je continue à le dire, ceux qui sont là, ils ont intérêt à quitter. Ils ont intérêt à partir. 3 ans dont ils parlent, c'est trop. Les implications, je dirais, pour le Niger, mais ceux qui sont à l'origine de ces implications, qui occasionnent ces implications, c'est le général Tchiani et les siens. Parce qu'ils ne peuvent pas, si tel est qu'ils aiment ce pays qu'on appelle le Niger, que nous aimons qu'on appelle le Niger, ils doivent dire, enfin, remettons à qui de droit ses responsabilités. Et je le dis, tant que vous avez les armes, en réalité, c'est eux qui font la guerre contre leur propre pays. C'est eux qui occasionnent la guerre, c'est eux qui suscitent la guerre, c'est eux qui provoquent la guerre. Mais cette guerre n'aura pas lieu, puisque je vous ai dit, nous ne sommes pas encore à ce niveau et il n'y aura pas de guerre non plus. Mais s'il y a quelqu'un qui va dans le sens de la provocation, c'est bien entendu le général Tchiani. Il faut que les gens le sachent. C'est lui qui essaie de créer les conditions pour se donner une certaine vertu, une certaine honorabilité, une certaine légalité. Vous ne pouvez pas partir de l'illégalité pour aller dans la légalité, ce n'est pas possible. C'est condamnable ce qu'il a fait. Les conditions dans lesquelles le Niger se trouve aujourd'hui, les fermetures dont on parle et qui pourraient avoir d'impact sur la population, c'est lui. Ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO a décidé, s'est levé pour dire je fais ceci, je fais cela. C'est parce que quelqu'un a créé une situation illégale. Oui, mais effectivement, par rapport aux sanctions, comme le dirait l'autre, oui, c'est la responsabilité, on va dire, morale et matérielle. Certainement, on revient aux auteurs de cette junte, mais manifestement, eux, ils n'en pâtissent pas. Ils sont dans les lambris dorés et puis bon... Monsieur, justement, oui, s'ils sont réellement patriotes, oui. S'ils sont réellement il y a cette petite musique aussi. Oui. Il y a certains qui disent, oui, voilà, des sanctions drastiques. Mais bon, ceux qui en pâtissent, c'est d'abord les populations. Monsieur le journaliste, ce que je suis en train de vous expliquer, et j'en suis convaincu, quand on aime son pays, on lui évite toute crise. D'accord, mais on y est. Nous y sommes. Oui, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste maintenant? Est-ce que, peut-être je vais poser la question autrement, est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes, en tout cas à ceux qui ont des doutes légitimes, qui expriment certaines positions à l'encontre de la situation qui se passe, que les sanctions qui sont prises par la CEDEAO eu égard à ce qui se passe au Niger sont en quelque sorte le prix à payer pour sauvegarder notre idée de la démocratie. Et nous ne sommes pas là. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses. Je vois plutôt le général Tchiani à revenir rapidement sur sa position. Le jour, s'il déclare à l'instant même qu'il y renonce à son abus de fonction, c'est un abus. Mais les choses rentrent automatiquement dans l'ordre. C'est lui qui punit son peuple. C'est lui. Il faudrait que les gens le sachent. Pourquoi on veut voir la CEDEAO? Qui a suscité cela? C'est parce que nous savons, vous ne pouvez pas être un seul individu à prendre en otage tout un peuple. C'est ce qui est en train de se passer. On me dira aujourd'hui que c'est l'armée. Mais pourquoi? On me parle de la CEDEAO qui aurait pris telle décision de sanction. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'auteur de cette sanction, ce n'est pas la CEDEAO. L'auteur de cette sanction, c'est... Oui, d'accord, mais factuellement, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui prend des sanctions. Mais la CEDEAO ne prend pas une sanction lorsqu'il y a une situation illégale. Oui, non, j'en conviens. Encore une fois, je parle de... vous parliez de ce que vous avez fait hier à Vacan. À Vacan? À Vacan, aux populations. Qu'est-ce que vous répondez aux populations? C'est pourquoi je vous pose encore une fois la question. Est-ce que les sanctions prises, ne parlons même pas encore de l'intervention militaire, de ce qui est fait, les sanctions prises qui sont pour le coup drastiques, qui évidemment touchent, qui visent le Niger, et qui ont des répercussions au Bénin, évidemment partout, sont un prix à payer pour... Autrement, est-ce qu'il faut dire aux populations, il faut expliquer et que pour la démocratie aussi, il y a un prix à payer et que ce que nous vivons fait partie du prix à payer? J'ai comme impression que nous ne nous comprenons pas. Oui. Je dis en l'état, si nous ne
si nous laissons faire, alors que nous l'avions vécu en Guinée, au Mali, au Burkina, aujourd'hui au Niger, ça va être la catastrophe dans la sous-région. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Si tel doit être le prix. Mais ce prix-là, si tel est que vous aimez votre pays, alors que vous n'êtes pas appelé à gérer le pays, mais remettez les choses dans les normes. Quand il y a eu cette rencontre hier entre la CEDEAO et la junte qui est en train d'usurper les responsabilités, je pense que la meilleure des choses, normalement, il devrait, avant que la délégation ne quitte, d'accord, nous sommes prêts à le faire. Automatiquement, la CEDEAO lève les sanctions. Mais les sanctions, vous verrez bientôt comment ça va se faire. Parce que on ne veut pas la mort du pêcheur. Mais si tel est que le pêcheur dont on parle est réellement patriote, ben que le pêcheur comprenne que c'est l'intérêt du peuple qui prime. Si tel est que ceux-là aiment le Niger, aiment les Nigériens et les Nigériennes, moi, à leur place, je ne vais pas quand même, pour le pays, je ne vais pas penser à moi, je ne vais pas privilégier mes intérêts. Le général privilégie ses intérêts à l'heure où nous parlons. Lorsque je l'ai écouté hier, j'ai compris que c'est un monsieur qui va dans tous les sens. Aujourd'hui, hier, il est parti, permettez-moi de revenir là-dessus, pour régler un problème, et lorsqu'on a compris que c'est une prise d'otage, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe les gens de l'armée. Il s'associe une partie des gens acquis à sa cause, ce qu'il appelle le peuple. Ce n'est pas le peuple nigérien. Il nomme un premier ministre, il forme un gouvernement, et maintenant il ose parler de dialogue politique et de mandat qui irait... Qui n'excéderait pas 3 ans. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui est dans la débandade. Analysez chaque action posée depuis. C'est quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui veut se donner une légalité, alors qu'il est dans toute la légalité. En réalité, cet homme, impérativement, il faut l'arrêter. Il mérite d'être arrêté, le général Tchiani. Il n'est plus là. Son comportement est un comportement dangereux. Pas pour le Niger, mais pour la sous-région. On ne va pas parce qu'un seul homme crée des conditions pour toute une nation, pour des nations africaines, continuer à dire, mais écoutez, ça va avoir des conséquences, les sanctions, les ceci, cela. Non, le dangereux, c'est lui. Je dis bien le danger, monsieur le journaliste, c'est lui. Parce que vous avez dû constater, si tel est qu'il était sûr de lui-même, il n'aurait pas agi de cette manière. Je continue à le dire. Sa préoccupation, si tel est qu'il a confiance en lui, il a de l'assurance, il devrait dire, provoquons en même temps les élections. Et non une transition de 3 ans. Nous savons comment ça se passe. Et nous savons comment ça se passe. On cherche à redorer une certaine légitimité à son pouvoir. Oui. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir. Les gens ont compris. Et c'est fort de ça qu'on se rend compte que quand vous voyez l'action des Américains, pourquoi les Américains n'ont pas dit tout de suite, nous irons rencontrer pour la lettre de créance à ceux qui sont là? C'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas ça. Les Américains ont compris que ce n'est pas ça. Donc, dans ces conditions, quand vous avez affaire à quelqu'un de ce genre, il faut le rencontrer, il faut lui expliquer, il faut l'emmener à la raison. Voilà. Et c'est là où j'apprécie énormément ce qui se passe au niveau du dialogue et de la CEDEAO et de l'Union des Nations Unies et des Américains. Oui, justement, c'est une question sur ces partenaires, ces divers partenaires, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, une fissure, en tout cas, dans le front unanime, en tout cas dans le front commun des premiers jours? On voit quelque peu que les Américains ont changé quelque peu de musique, même s'ils soutiennent, en tout cas formellement, la décision prise par la CEDEAO. La France maintient sa position, n'a pas varié, l'Allemagne et l'Italie, parce qu'on sait que le Niger a abrité beaucoup de détachements étrangers, Italie, Allemagne, à un moment le Danemark, beaucoup d'autres pays, la Grande-Bretagne même à un certain moment. On voit qu'au niveau de l'Europe, les avis sont
sont divergents. En tout cas, il n'y a plus ce ton unanime de fermeté, à part les condamnations de forme. Et même au niveau de l'Union africaine, il est vrai que beaucoup de fausses informations ont circulé. On sait que le débat était très très animé au sujet des options prises. On sait qu'il y a un communiqué qui est, on va dire, en griffe sous le régime du silence, qui a été partagé à tous les États membres. On n'en sait pas encore la quintessence de ce communiqué, qui est à un État de le divulguer, pardon. Et là, l'Union africaine sera obligée de le rendre public, parce que il faut qu'on le dise tout de suite, il n'y a jamais eu de condamnation. L'Union africaine ne s'est jamais opposée à une quelconque décision de la CEDEAO. Mais on sait quand même que les débats sont divergents. En tout cas, beaucoup d'États ont manifesté leur réticence quant à l'utilisation de la force. Est-ce que, comment voyez-vous, appréciez-vous la position de ces différents partenaires? Je vais vous expliquer, monsieur le journaliste. C'est la constance que j'apprécie. La constance. La constance est laquelle? Le dialogue, la diplomatie, le règlement amiable. Tout le monde est d'avis pour qu'on aille à négociation. Oui. Donc là, sur ce point, qui contribue à la paix, on ne peut pas dire qu'il y a divergence. Non. Au contraire, on doit saluer cette divergence. Oui, divergence sur l'option militaire. Et cette convergence au niveau de toutes les institutions, de tout le monde. Maintenant, comme je continue à le dire, même la CEDEAO, quand on parle de l'action militaire, elle n'est pas privilégiée, elle n'est pas systématique. Elle fait, je vous ai dit au départ, que les militaires se préparaient depuis longtemps. Ce n'est pas pour le Niger, c'est pour mutualiser leurs forces afin de lutter contre le terrorisme. Mais il se fait aujourd'hui que nous sommes dans un contexte qui les amène à agir rapidement, à renforcer leurs forces, mutualiser leurs forces. Donc, s'il devait y avoir action militaire, je crois que c'est la CEDEAO qui aurait déjà agi dès le départ, dès le 26. Ce n'est pas la force qui a été privilégiée, c'est l'envoi de quelqu'un. Donc, il n'y a pas de divergence. La convergence, vous direz plutôt, et la saluer, la renforcer, et continuer à la renforcer, c'est la diplomatie. Que ce soit l'ONU, que ce soit les États-Unis, quel que soit les pays. Et ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, chacun vise ses intérêts. Pourquoi? Parce que le Bénin aussi a ses intérêts dans ce que nous sommes en train de vivre au Niger. Je vous ai cité le projet Pipeline, je vous ai cité le port de Cotonou, je vous ai expliqué ce qui se passe quand vous avez de telles crises, changements à la tête d'un pays par quelqu'un qui n'est pas légal. On sait comment ça se passe, c'est la remise en cause de ce qui était. C'est l'instabilité, c'est la navigation à vue, on ne sait plus, c'est le recul du développement, c'est le recul de la démocratie. Nous y sommes à l'heure actuelle, parce que quand on vous dit 3 ans, vous imaginez, 3 ans dans la vie d'un pays, c'est beaucoup, c'est peu, mais c'est beaucoup. Alors, quand vous me dites, il n'y a pas si j'ai bien compris, convergence, non, il y a convergence sur un point qui est très important. La diplomatie. La diplomatie, et c'est ce qu'on a vécu hier. Pourquoi? Parce que, hier encore, c'est-à-dire, quand la délégation de la CEDEAO était partie, elle a été refoulée. Elle est restée à l'aéroport. Et le lendemain, elle est repartie. Aujourd'hui, non seulement cette délégation a été reçue par celui qui a pris en otage le président Bazoum, c'est-à-dire le preneur d'otage, le monsieur Tchiani, et nous avons vu le comportement de l'ambassadrice. Elle a refusé de présenter ses lettres de créance. Nous avions vu l'UA qui ne prend pas encore sa décision alors qu'il s'était réuni au niveau de la commission en charge de la paix, de sécurité et consorts. Donc c'est pour vous dire que tout le monde privilégie la diplomatie, le dialogue pour que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Et pour revenir à cet ordre constitutionnel, est-ce que c'est possible en l'état? Je vous dis oui. Je vous dis oui. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça coûte à ce général preneur d'otages de dire, au lieu de 3 ans qu'il est en train de prôner, d'accord,
Oui, mais vous dites pourquoi ça, Oui. qu'est-ce que ça coûte? Là, vous lancez une pièce en l'air. Bon, Non, il va y arriver. Oui. Puisque les pressions sont telles. Oui. On lui fait comprendre que nous avons les moyens pour agir. Oui. Mais nous ne voulons pas aller là. Tant qu'on n'a pas épuisé la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie du bonheur du peuple, c'est ce qu'on essaie de lui faire comprendre. De lui faire comprendre que nous ne sommes pas dans la jungle où le plus fort dira, plus fort parce qu'aujourd'hui il a les armes. Il serait désarmé. Pensez-vous qu'il aurait agi de cette manière? Il serait face, sans les armes, en face du président Bazoum. Il aurait agi? Il aurait pu faire quelque chose? C'est parce que il a fait montre, comme je le dis, c'est la lâcheté. C'est-à-dire, pensez-vous que dans ces conditions, j'ai eu à le dire sous d'autres cieux, lorsque ce que vous choisissez pour assurer votre sécurité retourne les armes contre vous, quel comportement voudriez-vous demain que les chefs d'État légalement élus, quel comportement, quelle confiance pourrait-il encore nouer vis-à-vis des gens de l'armée pour assurer leur sécurité? Le retour aux coopérants comme dans les années 80. Ce n'est pas une question de 90. coopérants. Oui, pour assurer leur sécurité. Ce n'est pas une question de coopérants qui tiennent. Mais on vous élit. Et puis, comme ça s'est passé en Guinée, on vous charge d'assurer la sécurité. Et vous voulez retourner les armes contre celui qui vous a choisi. Ça a été le cas à un moment donné en ce qui concerne le président, le général Mathieu Kérékou. Je vous dis, le problème s'était posé en son temps où quelqu'un qui était de sa garde rapprochée était parti pour l'éliminer. Ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Le général Mathieu Kérékou, en son temps, si vous... Enfin, peut-être que je ne veux pas donner le nom de cette personne, mais ça s'était produit chez nous. Quelle confiance peut-on avoir envers ces gens-là parce que vous les dotez d'armes pour assurer votre sécurité, assurer la sécurité de la légalité. Ils retournent cette illégalité contre le droit. Oui. Et c'est en cela que je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Au devant de cette situation, on voit bien que la CEDEAO, comparativement, le moins qu'on puisse dire, comparativement aux autres, aux précédents de la Guinée, du Burkina et du Mali, a une position assez claire, très proactive. On ne peut pas lui reprocher une quelconque inertie, comme on a pu le dire par le passé, mais il n'en demeure pas moins que l'organisation sous-régionale, je vais le dire en mots plutôt simples, passe une sorte de test de crédibilité. Dans le même temps, on a, disons, une communauté de destin qui semble se dessiner avec ces quatre juntes. Est-ce que, comme d'aucuns pourraient le dire, on ne va pas vers une fracturation de la CEDEAO parce que dans le même temps, le ministre de la Défense, si j'ai bonne mémoire, hier encore ou avant-hier, sur une télévision russe, le ministre burkinabé de la Défense, disons, menaçait quelque peu de sortie de la CEDEAO si, par exemple, si par hasard, il y avait intervention au Niger. D'ailleurs, il y a quelques vecteurs aériens, ça vaut ce que ça vaut, de ces deux pays qui ont été mis à disposition du Niger. Comment vous voyez la viabilité, en tout cas de l'organisation sous-régionale? Là, on y est. Est-ce que c'est un test? D'aucuns parlent de test de crédibilité, d'aucuns parlent de sa survie. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Là aussi, ça va dans tous les sens. Comment vous appréciez cette situation? Oui. Vous savez, je me réjouis de la réaction proactive de la CEDEAO. Si elle n'avait pas bougé, comme ça a été le cas en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina, nous serions les mêmes à dire, mais bof, elle sert à quoi la CEDEAO? Mais son action proactive a permis de dire, au contraire, enfin. Enfin. Et c'est parce qu'elle a eu cette réaction entre la carotte et puis le bâton que les gens ont commencé par se dire, enfin la CEDEAO réagit comme il se doit. Mais tout en réagissant avec la carotte, le bâton, elle privilégie encore la carotte. Et c'est en cela que je dis bravo. Parce qu'il faut enfin arrêter la saignée. Nous avions connu le cas de ces trois pays que j'ai cités, le Burkina, le Mali et la Guinée. Doit-on continuer? Doit-on laisser faire? Non. Même lorsque le Burkina
dit il y aura ceci, il y aura cela, mais c'est normal puisque le Burkina se trouve dans la catégorie des personnes qui sont dans ce qu'on appelle qui se trouvent au banc des accusés. Qu'est-ce que vous aurez voulu que le Burkina fasse face? Son responsable fasse. Mais c'est normal qu'il s'associe. Qu'il soit solidaire. Solidaire. Donc, c'est pour vous dire que, personnellement, j'apprécie, et si c'est à refaire, je dirais, CEDEAO, maintenez cette pression, tout en privilégiant le dialogue, tout en privilégiant la diplomatie. Il faudrait que nous soyons dans la paix. Il faudrait que nous soyons dans ce qui doit nous rassembler. Et ce qui nous doit nous rassembler, c'est ce que la CEDEAO, en fait, est en train de poser comme acte. Et il faudrait l'accompagner, il faudrait la soutenir. Et non dire la guerre. Et non dire, ils vont envoyer l'armée. Non. Au contraire, continuons à privilégier et à soutenir et à vouloir cette paix à travers le dialogue, à travers la diplomatie. Moi, personnellement, je ne le cache pas, je ne peux pas, si j'avais constaté que la CEDEAO avait baissé les bras, comme ça a été le cas en ce qui concerne le Burkina, le Mali et la Guinée, honnêtement, j'aurais eu une attitude de condamnation sévère. Non. Au contraire, j'encourage la CEDEAO à maintenir cette fermeté. C'est qu'il faudrait qu'ils comprennent une chose, c'est qu'on ne doit plus laisser faire. On ne doit plus continuer. C'est toujours nous. Et c'est nous qui laissons ces failles pour que les gens viennent et fassent. Non, il faudrait que la fermeté adoptée par cette organisation sous-régionale ne baisse pas, mais soit ferme dans sa position où elle a privilégié la négociation, le dialogue. Nous devons impérativement encourager cette attitude. Et je continue à le dire, nous tous maintenant, au niveau béninois, nous devons être soudés pour soutenir notre chef d'État. Oui, soudés, mais comment vous y arrivez? Parce qu'on va dire le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est mal parti. Non, je ne crois pas, c'est parce qu'il y a eu, vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des débats. Moi, aujourd'hui, je pensais qu'on allait en débattre avec un ou deux pour que chacun donne ses points de vue et nous allons tous comprendre qu'au finish, que nous sommes tous dans la même direction. 1, condamnation. 2, fermeté. 3, dialogue. 1, condamnation. 2, fermeté. 3, dialogue à privilégier. Ça, c'est les 3 cas que nous devons, quel que soit le parti politique, quel que soit l'homme politique, quel que soit les citoyens, surtout béninois, nous devons soutenir la fermeté de la CEDEAO et demander à la CEDEAO d'être ferme et de maintenir le dialogue. La force, comme l'a dit le chef de l'État, elle sera utilisée quand nous aurions échoué devant cette force mauvaise qui est un abus. Mais en l'État, nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est fort de ça que je vous dis, monsieur le journaliste, que nous ne sommes pas en guerre. Parce que quand, vous l'avez appris, je l'ai dit tout à l'heure, on nous dit on n'a pas obtenu l'autorisation de l'Assemblée. Pourquoi? On est en guerre? Non, on n'est pas en guerre, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation qui nécessite beaucoup de patience, de dialogue, de conviction et de pédagogie, je dirais, envers cet homme. Cet homme qui va dans tous les sens, qui pose des actes on ne sait plus. Demain, quand on nous dira, il a encore fait ceci, je ne serai pas surpris. En pleine discussion avec les délégations qui sont arrivées, il fait un discours, il va annoncer qu'il restera encore au pouvoir pendant 3 ans. Vous imaginez. C'est de la provocation. De la provocation. Voilà, je retiens votre disposition à débattre. Nous allons vous prendre au mot. Nous allons certainement... Avec plaisir, monsieur le journaliste. ...organiser dans quelques jours. Mais pour le compte de cet entretien, il nous reste exactement 2 minutes. Je vais vous laisser conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez que ceux qui nous regardent retiennent au final de cette situation qui prévaut en ce moment au Niger? Non, je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Niger, c'est une situation malheureuse qui doit être condamnée avec la plus grande vigueur, la plus grande sévérité. Et nous devons, pour contrer cette situation, privilégier la négociation. La force sera notre dernière démarche, utilisation. Et nous devons créer les conditions pour amener ceux qui sont là aujourd'hui à comprendre que
c'est encore possible le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans l'intérêt des Nigériens, dans l'intérêt des Africains, dans l'intérêt des Béninois. Et nous devons soutenir tous, sans exception, le Bénin, à travers sa position au sein de la CEDEAO. Et nous voudrions, je voudrais, moi, c'est un souhait, qu'on permette au président Patrice Talon, comme il sait le faire, de prendre son bâton de pèlerin, comme il a été désigné pour la médiation en ce qui concerne la Guinée, le Mali, le Burkina, qu'on lui permette de rencontrer ceux qui sont là. Oui, Patrice Talon en est capable. Et moi, je crois que c'est encore possible de ramener l'ordre constitutionnel, de remettre le président Bazoum dans ses fonctions de président de la République, dans l'intérêt supérieur des Nigériens, des Nigériennes, et pourquoi pas de nous tous, puisque nous sommes liés. Oui. Et la paix régnera, et j'y crois. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Maître Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin, membre du bureau politique du bloc républicain. Merci pour les échanges que nous avons eus avec vous ce matin, vos apports dans ce débat si sensible, mais si important qu'est la situation au Niger. Mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques réponses à vos questions, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour le duel de dimanche. C'est politique.